À 6h45, Europe 1 vous répond Thomas Soto. Il aura, selon ses dernières volontés, une cérémonie au Temple, un hommage national aux Invalides jeudi midi et un autre au siège du Parti Socialiste rue de Solferino, sans doute le 11 juillet à Paris. Mais au-delà de ça, quelle est la trace que laissera Michel Rocard dans l'histoire? Question que l'on se pose avec vous, Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du politique, spécialiste de la Ve République. Comment vous définiriez-vous le rocardisme? C'est quoi le rocardisme? Je dirais qu'il y a deux façons de le définir. La façon la plus courante, c'est de dire c'est le fondateur de ce qu'on appelait la deuxième gauche en France, c'est-à-dire une gauche qui, au fond, voulait instaurer une véritable social-démocratie à la française, s'inspirer de ce que les Allemands avaient fait à Bad Godesberg en 1959, ce qu'avaient fait aussi les travaillistes britanniques, faire une gauche pragmatique, ouverte, réaliste et adaptée à l'économie de marché. Donc ça veut dire que François Hollande est rocardien, en quelque sorte, parce qu'il se réclame de cette social-démocratie? Oui et non, parce que la formation de François Hollande, l'héritage de François Hollande, au fond, il passe plus par le mitterrandisme. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'a réalisé Hollande, et c'est d'ailleurs à son honneur, depuis 2014, enfin, c'est au moins son courage politique, c'est d'avoir choisi cette voie. Et en cela, il est l'héritier de Michel Rocard, sachant que l'héritier... Le véritable héritier, c'est quand même Manuel Valls, qui a été son collaborateur à Matignon, et qui s'est toujours réclamé de cet héritage. Mais il y a une deuxième chose qui est très intéressante, me semble-t-il, et plus, j'allais dire un peu plus originale par rapport à Michel Rocard, et qui le distingue de beaucoup d'autres socialistes, c'est cette idée permanente de s'ouvrir aux idées nouvelles, de penser la modernité, non seulement de la gauche, mais de la société française, d'être toujours en avance. L'autogestion dans les années 60, chose qui, dans la classe politique française, était encore très peu... Ça sortait de nulle part en France. Ça sortait de nulle part. L'écologie aussi, il a été très sensible. L'Europe, ça a été son premier engagement. Au tout début, quand il était dans les jeunesses socialistes, parce qu'il a été socialiste bien avant François Mitterrand, son premier engagement, c'était l'Europe. Donc il a toujours été pionnier. Il faut se rappeler aussi, dans les années 90, l'idée de la civilisation des loisirs, c'est-à-dire réduire le temps de travail, c'est de construire une société qui soit fondée au contraire sur le loisir. Tout ça, c'est des idées très neuves, et il a toujours été comme ça à la recherche de cette modernité. Alors depuis samedi, on a le droit à une pluie d'hommages, y compris de la part de ceux qui, dans son propre camp, ne lui faisaient pas de cadeaux quand il était aux affaires. Qui sont ces vrais héritiers politiques à Michel Rocard? Vous avez parlé de Manuel Valls, il y en a d'autres? Incontestablement, Manuel Valls est celui qui est dans la ligne directe, même si sur les derniers conflits et sur la manifestation d'autorité de Manuel Valls, Rocard n'était pas toujours d'accord ces derniers temps. C'est ce qu'il disait dans cette fameuse dernière interview au Point, il y a quelques avait jours. Quand même des réserves, mais il était favorable à la loi travail, par exemple, parce que précisément pour lui, la loi travail, c'était une manière d'instaurer un nouveau type de relation sociale, une véritable social-démocratie à la française. François Hollande, je le répète, il est aussi quand même le dépositaire de cet héritage, puisqu'il a quand même choisi de manière ostensible d'aller dans le sens de cette gauche réaliste, pragmatique, ouverte. Et par rapport à tout ce qu'on a entendu, Jean Garrigue, qui figure en haut du palmarès des hypocrites ce week-end? Quand vous entendez facile, un Jack Lang rendre hommage à Michel Rocard, sachant ce qui a été dit par Jack Lang sur Michel Rocard à certaines époques, j'ai même entendu Gérard Filoche rendre hommage Mais cela dit, c'est aussi compréhensible, parce qu'il faut se mettre, j'allais dire, dans la psychologie du Parti Socialiste, de ses courants et des combats menés en commun, notamment le combat contre la guerre d'Algérie dans les années 50-60. Et donc, ce sont des gens qui ont pu se retrouver comme ça sur des combats, sur une utopie, sur un projet, mais qui en même temps ont des lignes, des manières d'aboutir qui sont très différentes. Donc ils peuvent s'être combattus, mais aussi reconnaître la grandeur de leur adversaire. Parce qu'il était vraiment socialiste, Michel Rocard? C'est absolument un socialiste. Je dirais que c'était presque le dépositaire le plus rigoureux de l'histoire du socialisme. Il était, dans les milieux socialistes, un de ceux qui connaissaient le mieux cette histoire. Il s'y était engagé très très tôt, même si ensuite il était parti vers le PSU, précisément parce que la SFIO de l'époque
l'époque était favorable à la guerre d'Algérie, et c'est ce combat qui l'a structuré. Ouais. C'était ça le clivage, mais il y est revenu très vite. Simplement, sa conception du socialisme, et c'est très important pour les débats d'aujourd'hui. Il n'y a pas une seule gauche, il y a plusieurs gauches, et il faut que ces gauches débattent, coexistent. Ils arrivent à avancer ensemble. Son renvoi de Matignon en 91 a été un traumatisme profond pour lui. Il a dit à l'époque j'ai été viré. Pourquoi François Mitterrand le sort à ce moment-là? C'est une question de rivalité politique, de détestation personnelle? Pourquoi il le met dehors? J'allais dire les deux, mon général, parce que il y avait une antipathie personnelle. Mitterrand ne supportait pas la manière de penser, la manière de s'exprimer, la manière d'être au fond de Michel Rocard, et il le sort du gouvernement en 1991 parce que ça marche bien, parce que Rocard est populaire, et que Rocard est de manière presque cohérente, systémique, celui qui risque de lui succéder, et ça il n'en voulait à aucun prix. C'est pour ça qu'il lui envoie, j'allais dire, dans les pattes en 1994 la liste radicale de Bernard Tapie aux élections européennes. Et lui fait le score le plus bas de l'histoire des listes socialistes européennes. Mais c'était typiquement une manière de l'affaiblir et de l'empêcher de lui succéder en 1995. Jacques Delors a dit hier, c'est un regret pour moi qu'il n'ait pas été président de la République. C'est aussi le regret de la vie de Michel Rocard, ça, non? Oui, c'est son grand échec qu'il doit principalement à François Mitterrand, puisque lorsqu'il se souvenait en 1980, enfin vous vous souvenez, moi je m'en souviens, en 1980, parce que je suis très vieux, mais en 1980, il se présente à l'élection présidentielle, le fameux appel de Conflans-Sainte-Honorine, mais comme il commet l'erreur de conditionner sa candidature à un retrait de celle de Mitterrand, ou à une non-candidature de François Mitterrand, quelques semaines après, François Mitterrand se présente et l'empêche d'être candidat. De Michel Rocard. Dernière question, c'est William sur Europe 1.fr. Il paraît que son surnom c'était le hamster érudit. Ça lui venait d'où, ça? Ça lui vient, c'est très important, ça lui vient du scoutisme, puisqu'il a commencé tout jeune dans le scoutisme, et de cet héritage du scoutisme qui était lié aussi à ses origines protestantes, même s'il était à la fois catholique et protestant familialement. De cette origine-là, il y a un sens du collectif, un sens aussi peut-être de la, comment dirais-je, justement de l'ouverture aux autres, et de la nécessité de trouver de nouvelles idées, qui est très typique du scoutisme, enfin, pour ceux qui l'aiment. Merci beaucoup Jean Garrigue, historien du politique et auteur des Hommes providentiels, histoire d'une fascination française, ouvrage publié au Seuil. Merci et bonne journée à vous. Merci.